Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, car le cinéma est bel et bien notre seule patrie. Et vous l'avez compris, de patrie, il va en être question dans cette émission, puisque nous allons tergiverser, réfléchir autour du dernier film du réalisateur Alex Garland, Civil War. Et je dis bien réfléchir, puisque quand je vois l'état du débat critique à propos de ce film, le niveau de polarisation est quand même, extrêmement élevé. Je me sens un peu obligé de choisir un camp, parmi donc, celles et ceux qui trouvent que c'est un très grand film choc, avec des images d'une formidable puissance qui impacte le spectateur et le fait réfléchir sur les possibles conséquences politiques, d'un tel événement, d'un événement tel qu'il est décrit dans le film. Et puis celles et ceux qui, ont quand même tendance à considérer que Garland, il est bien gentil, mais que ce serait bien qu'il reste à ces petites paraboles, ces petites métaphores de films de genre là, parce que quand il s'essaye à la fiction réaliste ouvertement politique, le mec est complètement con. Hein, voilà, j'ai lu des critiques de cette tonalité-là, vraiment très agressives à l'égard du film, qui l'accusaient même de débilité, en fait, à l'égard de son propos, incapable de le traiter. Et je dois vous avouer que, assistant à ce débat polarisé, eh bien, je me sens un petit peu joueur à l'extérieur parce que moi, c'est pas du tout, le sentiment qui me domine. Moi, je suis encore au stade de la fascination. De la fascination parce qu'il y a beaucoup de choses très étranges avec ce film, à commencer par, une nouvelle que j'ai apprise juste avant de rentrer dans la salle, donc vraiment je n'ai pas pu m'empêcher de regarder le film avec cette information en tête, qui est que Alex Garland a dit que c'était son dernier film en tant que réalisateur. Que voilà, il avait plus envie de mettre en scène et que, voilà, il avait fait ce film, que c'était son dernier et que maintenant il allait vraiment se concentrer à l'écriture, mais que, faire des images, mettre en scène, diriger des acteurs et cetera, c'était pas pour lui, et qu'il allait se consacrer à son travail de scénariste, auteur. Moi déjà quand je lis ça, quand tu un réalisateur qui, en pleine promo de son nouveau film, t'annonce qu'il arrête le cinéma, en tout cas en tant que metteur en scène, tout de suite, moi spectateur, ça me charge d'un regard particulier quand même. Je vais regarder ce film du coup comme un chant du cygne et me dire: «OK, bah, si cette pensée le traverse et qu'il est malheureux de faire du cinéma, très bien». Mais du coup, ce qui va m'intéresser moi, c'est comment est-ce que inconsciemment ça a pénétré son film, justement. Qu'est-ce que ça va nous dire de sa mise en scène? Et alors, chose d'autant plus étrange, c'est qu'on a donc un metteur en scène qui nous explique qu'il veut arrêter de faire des images, alors que son film est consacré à des gens qui font des images. En l'occurrence, des reporters de guerre, puisque le film raconte l'histoire donc du personnage interprété par Kirsten Dunst, qui est une photojournaliste de guerre, qui, au milieu d'une guerre civile aux États-Unis, entreprend de rejoindre Washington, accompagné d'autres personnages, pour photographier le président, avant sa supposée défaite, puisque les personnages des journalistes sont persuadés que le camp présidentiel va perdre la guerre civile. Donc autant vous dire qu'il est difficile de ne pas voir dans la fonction des personnages de ce récit, une métaphore de Garland lui-même, ou en tout cas, d'une certaine manière, un relais de ses propres considérations et ses propres questionnements vis-à-vis de l'image et de son rôle, en fait, de la capacité qu'elle peut avoir à partager, à faire partager et à retranscrire. Et face à ça, je comprends la déception et l'énervement de beaucoup de spectateurs et de spectatrices. Déjà, intituler ton film Civil War, faire des bandes annonces à grand renfort, d'explosions et de montage cut pour finalement, tomber sur un road movie qui ne suit non pas des soldats, mais des journalistes et qui ne va pas tant questionner le conflit lui-même, qui est totalement décontextualisé, ce qui est d'ailleurs beaucoup reproché au film. Cette manière qu'il y a à, restant neutre, refuser l'obstacle aussi. Alors s'agit-il vraiment d'un refus d'obstacle? Ça, c'est ce que je vais essayer d'élaborer dans la deuxième partie de l'émission. Mais donc voilà, je comprends vraiment, la petite crispation, on va dire, qui agite certains et certaines d'entre vous, probablement. Mais en ce qui me concerne, cette crispation, je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce que mon avis sur ce film est, tout aussi polarisé que le vôtre, je pense, mais pas de la même manière. C'est-à-dire que je pense que Civil War est un très grand film, en même temps qu'il est un film complètement raté.
Parce que je crois, fondamentalement, et c'est là où on va vraiment rentrer dans du deep talk sur le rôle de l'image cinématographique dans cette émission. Voilà, c'est parti, Clément Gros Cerveau est sorti, je vous préviens. Je crois que Garland a ambitionné de faire un film impossible. Je pense qu'il ne pouvait pas réussir son film du fait de ses propres convictions de metteur en scène. Alors par quoi commençons-nous face à un tel monstre, parce que c'est quand même, il y a quand même une grande ambition cinématographique qui est à l'œuvre, je trouve, dans ce film. Alors commençons par le choc premier que ce film nous provoque, avant d'être un choc intellectuel, qui est d'abord un choc des images. Ce film est un film spectaculaire. Un spectacle qui nous est montré comme quelque chose de terrible, puisqu'évidemment les scènes du film sont extrêmement difficiles, et autant on parle beaucoup du travail de l'image et de l'intensité des scènes, j'aimerais évoquer aussi le travail du son, qui est particulièrement impressionnant dans le film, et qui, personnellement, a grandement participé à mon immersion et à la tension qu'ont pu susciter les scènes chez moi. Mais ces scènes, du fait du choix narratif qui a été fait par Garland, qui a été de décontextualiser absolument tout ce qui se passe, ces scènes ne sont que des scènes de tension. Ce que je veux dire par là, c'est que Civil War, par bien des aspects, est un film que l'on peut qualifier de sans enjeu. Quel est le sens de l'action que mènent ces personnages? Quel est le sens de ce récit que nous suivons? Eh bien, en réalité, nous ne le connaissons pas, ce sens. Nous savons évidemment pourquoi les personnages entreprennent leur voyage. Il s'agit donc de réaliser une interview et une photographie du président des États-Unis. Mais c'est tout. Cet enjeu-là est un enjeu professionnel, lié à la carrière des personnages. Mais quel est leur enjeu émotionnel à eux? Prendre une photo? Alors, est-ce que c'est une raison de vivre? Je ne sais pas. Et un personnage, a fortiori dans un récit de fiction, doit avoir une raison de vivre. Il faut donner au spectateur une raison de suivre son chemin. Et cette absence de background chez les personnages, alors même si la question du stress post-traumatique est abordée dans le film, en réalité, notre personnage principal, nous ne savons rien d'elle. Et donc, eh bien, nous suivons une figure, certes charismatique, certes intéressante dans ses réactions, dans les réflexions qu'elle peut avoir sur son métier, mais c'est un fantôme. Nous suivons des personnages tous plus fantomatiques les uns que les autres. Fantomatiques d'ailleurs à l'image de cette guerre qu'ils traversent, dont nous ne saurons rien. Dont nous ne saurons rien déjà d'un point de vue historique, puisqu'il n'y a pas de mise en contexte, comme ça peut se faire très souvent dans les films, avec par exemple des faux extraits de journaux télé ou des choses comme ça qui nous expliqueraient un peu ce qui se passe, qui veut quoi, pourquoi ces États se font la guerre, etc. Nous n'en saurons rien. Et ce travail de décontextualisation et de neutralité est poussé si loin que non seulement nous ne savons pas pourquoi ces personnages se font la guerre, mais que nous ne savons même pas dans quel camp nous devons nous tenir. Est-ce qu'ils ont raison de faire la guerre? Ou est-ce que, eh bien, c'est une invasion, par exemple, purement économique, c'est-à-dire pour aller conquérir du territoire ou de la ressource? Est-ce que, j'en sais rien, moi, est-ce que c'est idéologique? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit d'exterminer une partie de la population ou pas? Enfin, est-ce que c'est une guerre génocidaire? Qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est à quoi sommes-nous confrontés? Nous ne le saurons pas. Et ça, c'est vraiment un choix qui est très, très, très particulier, surtout vis-à-vis, au moment où j'enregistre cet épisode, on a quand même 2 conflits militaires armés sur lesquels nous sommes surinformés. En fait, nous avons des images, nous avons des commentaires, nous avons des pros, des antis dans tous les cas, et donc nous avons une contextualisation. Et comme nous avons une contextualisation, nous avons, enfin en tout cas moi c'est mon cas, un rapport émotionnel à ces événements. Nous sommes d'accord, pas d'accord, énervés, touchés ou pas. D'ailleurs, enorgueillis dans notre désir d'aller combattre peut-être, enfin voilà, je veux dire, il se passe quelque chose d'un point de vue émotionnel vis-à-vis de tout ça. Là, ce n'est pas le cas. Et ce choix, la première chose qu'il provoque chez moi en tant que spectateur, c'est un absolu sentiment d'étrangeté. C'est un choix étrange. Parce que j'entends tout le côté de toutes les critiques négatives qu'a pu recevoir le film, qui consiste à dire que oui, voilà, c'est un refus d'obstacle, c'est uniquement un refus d'obstacle, etc. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça quand même. C'est-à-dire, je pense que Garland, il sait très bien que c'est un peu chaud, là, les US en même temps. Enfin, nous sommes toutes et tous ici des contemporains de l'assaut du Capitole, donc nous savons très bien qu'il y a un petit problème en ce moment aux États-Unis. Mais pour autant, ce sentiment d'étrangeté-là
il est très fort. Il est très fort et il est parfaitement cohérent avec la carrière cinématographique de Garland, qui est un cinéaste de l'étrangeté, de l'inquiétante étrangeté des choses. En fait, ce qui est assez fascinant, je trouve, chez ce metteur en scène avec qui j'ai vraiment une relation d'amour-haine, puisque j'adore les concepts de ses films, j'adore les thématiques de ses films, mais très souvent, ce qui va pêcher, ça va être les personnages, ça va être mon implication émotionnelle, et globalement, il va finir par aller dans une direction qui ne me convient pas, en fait, en tant que spectateur. Il y a quelque chose de fondamentalement déceptif, je trouve, dans le travail de Garland, à tel point d'ailleurs, de manière tellement récurrente que, en ce qui me concerne, après c'est peut-être juste moi, hein, mais j'ai fini par analyser ce sentiment de déception qu'il me provoque comme une proposition esthétique, c'est-à-dire que je crois que Garland veut que nous soyons déçus comme lui l'est, c'est une manière de partager le regard qu'il peut avoir sur le monde, mais cette question de l'étrangeté, c'est la question centrale de son travail. Il ne tourne qu'autour de ça. Il décale des éléments du réel pour nous mettre en tension et pour nous faire réfléchir à notre environnement, à la perception que nous avons de notre environnement. De façon plus ou moins littérale dans les films, mais d'une manière vraiment presque tarte à la crème dans son film qui me fascine le plus et que je déteste le plus en même temps, qui est Annihilation. Par exemple, qui vraiment, pour le coup, prend au pied de la lettre cette question de l'étrangeté, du décalage du réel, de filmer la nature comme quelque chose de fondamentalement fantastique et inquiétant. On est vraiment au cœur de la démarche. Et ce qui me fascine, c'est que là, ce que je vous dis là, j'ai réussi à mettre des mots dessus uniquement après avoir vu son film le plus réaliste. Mais justement, je crois que c'est du fait de ce réalisme-là, du fait de sa frontalité, que ce sentiment d'étrangeté, de décalage, fonctionne d'autant plus intensément. Et ce qui est assez frappant, c'est la manière dont il l'incarne à l'image. C'est-à-dire que, moi je pense notamment à une scène, qui est ma scène préférée du film, qui est la scène où, évidemment pas de spoiler, où les personnages se rendent dans une fête foraine, qui a pour thématique l'hiver, et ils y vont en plein été. Et évidemment, il n'y a pas de fantômes, il n'y a pas de monstres, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de voyage spatio-temporel, mais simplement, il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le monde ne correspond pas à mes attentes. Ça ne devrait pas être comme ça. Et c'est d'ailleurs dans cette même scène que l'on va trouver ce qui, je trouve, est une des meilleures idées de mise en scène du film, qui concerne un sniper qui est couché par terre, et qui, pendant qu'il vise, nous avons un gros plan sur lui, et nous nous rendons compte qu'il a du vernis coloré sur les doigts. Et là, pareil, c'est étrange. Pourquoi un sniper prendrait le temps de faire quelque chose pareil? Mes attentes du réel sont déjouées. Je sais que je suis dans le réel, puisque évidemment, il y a une guerre, il y a un sniper, c'est logique. Et pourtant, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui grince. Et je crois que ce grincement-là, c'est ce qui est au cœur de la démarche de Garland, et c'est ce qui d'ailleurs fait que beaucoup de gens détestent le film. Nous vivons, mesdames et messieurs, je pense que nous serons toutes et tous d'accord là-dessus, un moment de grande conflictualité politique, et de conflictualité politique ouverte. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord, on se le dit et on s'invective, et que ce soit par médias interposés, que ce soit lié à des conflits armés, etc. J'ai l'impression en tout cas que là, nous sommes sortis d'un temps de paix. Et, frappés que nous sommes par cette réalité dans laquelle nous évoluons toutes et tous quotidiennement, le fait d'avoir face à nous un film aussi ouvertement pacifiste, qui ne contextualise absolument jamais la pertinence morale que peut avoir un camp ou un autre vis-à-vis du conflit, il y a quelque chose qui ne nous va pas là-dedans. Moi, c'est comme ça que j'interprète la critique, le procès en bêtise qui a pu être fait à Garland vis-à-vis de son non-positionnement politique. Je pense que là, ça y est, on est tous chauffés à blanc, et que maintenant, voilà, surtout vis-à-vis des États-Unis, soit on est wokiste, soit on est trumpiste, et à un moment donné, choisis ton camp, camarade. Et quand on a un film de guerre qui, de manière extrêmement réaliste, puisque le film est très très réaliste dans son approche de la guerre civile, nous dit que ouais, mais en fait, la guerre, c'est juste pas bien, point, c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'entendre.
Et j'aimerais vous agrémenter ça à travers une réflexion qui est de Garland lui-même, qu'il cite dans le dossier de presse. Donc c'est une citation. Les films de guerre ont souvent tendance à glorifier la violence. Beaucoup de films dits anti-guerre ne le sont pas vraiment. Ils mettent l'accent sur la camaraderie ou la bravoure entre les soldats. Le courage et la tragédie aussi, d'une certaine façon, sont par nature liés au romanesque. Sans le vouloir, les films qui se disent anti-guerre s'apparentent plus à des films romantiques. Lorsque j'ai lu cette citation, je me suis dit putain, il a raison le con. Il a raison, et c'est vrai qu'on n'est pas habitué, en fait, à voir des films comme ça. D'où la pertinence extrême de prendre des photoreporters comme moteur principal du film. Parce que un journaliste de guerre, fondamentalement, il n'est pas là pour expliquer aux gens s'ils ont raison ou tort de se battre. Il est là pour faire des photos. Et je pense que c'est exactement ce que voulait faire Garland. C'est-à-dire que Garland est un pacifiste stricto sensu, pour qui la guerre n'est qu'une manifestation de l'absurdité du monde et des hommes, et on en revient à cette thématique de l'étrangeté, c'est-à-dire que voilà, c'est vraiment une pensée qui est très ancrée dans toute la philosophie post-Seconde Guerre mondiale, ça, hein. Pour moi, l'idée que la guerre est une abomination créée par les hommes, qu'ils sont incapables de contrôler et qui nous dépasse, et le fait de regarder la guerre de cette manière nous fait la percevoir comme une émanation de plus de l'étrangeté, de la violence du monde qui nous entoure. Et je pense vraiment qu'il y a une cohérence absolue, là on est en full analyse politique des auteurs, mais je pense qu'il y a une cohérence absolue dans cette démarche-là de pacifisme et toute la réflexion esthétique des films précédents de Garland. Mais maintenant, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que un film, ça s'inscrit dans un contexte. Hein, je veux dire, les films ne sont pas des émanations intemporelles, interdimensionnelles, qui seraient pertinents de la même manière, en tout temps, en tout lieu, etc. Je sais que Garland a commencé à écrire le film avant l'assaut du Capitole. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il a dit d'un point de vue chronologique. On n'en était pas là au moment où il écrivait l'histoire de Civil War. Mais enfin, mec, quand même, quand t'es en train d'écrire un film sur un sujet comme ça, et qu'il y a le Capitole, tu peux pas rester à ton concept de base. Je suis désolé, c'est un refus d'obstacle. Je comprends la pertinence de le faire, hein, je comprends ce que tu essayes de dire, y a pas de problème. Mais tu peux pas le dire maintenant. Personne ne peut t'entendre. Et ça, je trouve que c'est une faute esthétique, en fait. Parce que un metteur en scène doit avoir conscience de la manière dont les gens, ça c'est ce que je crois, hein, évidemment, vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec ce que je dis, mais un metteur en scène ou une metteuse en scène a le devoir de comprendre comment ce qu'il dit et ce qu'il fait va être perçu. Une image n'est jamais juste une image. Une image appartient à l'histoire. Une image s'inscrit dans l'histoire. Alors évidemment, une image du passé peut être regardée au présent et appréciée au présent, mais la manière que l'on aura au présent de regarder cette image du passé sera toujours un moment de l'histoire. Simplement, ce sera une réinterprétation du présent. Une image n'est pas atemporelle. Une image est toujours temporelle. Et d'ailleurs, ce problème-là, qui fait qu'une image n'est jamais pure, en fait, c'est tout le problème des photojournalistes. En général, je veux dire, de la condition même de leur métier. C'est que une photo, de quoi est-ce qu'elle témoigne exactement ? Quand vous voulez informer sur une guerre, est-ce qu'une photo informe de quoi que ce soit ? C'est pas évident. C'est pas évident parce que, d'un côté, on pourrait tout à fait dire, oui, bien sûr, ça nous informe de la réalité concrète du conflit. C'est par exemple ce qui peut se passer à Gaza en ce moment, où les journalistes n'ont pas le droit d'entrer dans Gaza. Et donc du coup, la question d'avoir des images de ce qui s'y passe est un enjeu extrêmement important pour faire ressentir à la population qui se trouve à l'extérieur de Gaza ce que ça peut être à l'intérieur. Mais pour autant, est-ce que ressentir un moment qui aura été capté par une image, c'est être informé ? C'est-à-dire que vous êtes dans les rues, on va filer l'exemple de Gaza parce que c'est un exemple tragiquement d'actualité, vous êtes dans les rues et il y a des avions qui passent au-dessus de vous et qui bombardent. Est-ce que voir cette image vous informe sur ce qui est en train de se passer à Gaza ? Cette image vous informe sur un bombardement. C'est-à-dire qu'une image, par le choc qu'elle imprime,
n'informe jamais sur autre chose que sur elle-même. Une image est enfermée dans elle-même. Et c'est d'ailleurs toute la complexité du métier de reporter de guerre. Et les questions que se posent les personnages à ce sujet. Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que racontent les photos que je prends, pardon. Là, vous voyez, en plus, j'en ai parlé avec un événement qui est extrêmement d'actualité. Ça nous tend tout de suite de se poser cette question. Parce qu'on a envie de dire non, et en même temps, quelque part, on sait que malheureusement, si. Une image, ça n'informe pas vraiment. Et pourtant, on a besoin du choc que produit cette image pour être informé. Et je crois que cette ambiguïté fondamentale de l'image, de sa capacité à dire quelque chose, de sa capacité à véhiculer, à informer, à transmettre, est au cœur de Civil War. Que c'est de ça dont parle le film, et que c'est pour ça que tout y est à ce point décontextualisé. Sauf que, quelle est la conclusion que nous en tirons, nous, spectateurs, de tout ça? C'est que l'image ne nous informe pas. Puisque nous avons eu des plans dans ce film. Il y a eu en effet des scènes, des moments, nous avons traversé les États-Unis avec les personnages. Des personnages qui sont des journalistes, qui sont donc censés nous informer, ou être en quête de l'information. Mais qu'est-ce que l'on sait de ce qui se passe dans ce film, en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Pourquoi ces gens se font la guerre? Dans quel camp est-ce qu'on doit être? Peut-être dans aucun des deux, mais on ne le sait pas. Et autant je comprends la pertinence pour instaurer un sentiment d'étrangeté, autant je pense, malheureusement, que ce n'était pas le bon sujet pour le faire. Il y a trop d'enjeux. Il y a trop d'enjeux émotionnels. Il y a trop d'enjeux d'actualité pour se permettre de proposer simplement, entre guillemets, une réflexion sur la pertinence de la neutralité supposée d'un journaliste ou d'un photoreporter. Pas en ce moment. Pas à l'ère des réseaux sociaux, où nous n'avons plus besoin de ces intermédiaires-là, justement. Je veux dire, on n'a pas besoin de photographes pour savoir ce qui se passe en Ukraine. Parce que les Ukrainiens ont des téléphones, et les Ukrainiens se filment. Donc le rapport à l'image a changé. Le rapport à ce que l'image transmet a changé. Le rapport à la manière dont l'image circule a changé. Et je pense que le plus grand défaut de ce film, c'est d'être un film daté. Je pense que fondamentalement, Civil War est un film qui date dans sa compréhension du monde d'avant Internet. Enfin, en tout cas, d'avant les réseaux sociaux, à très grande échelle. Et je comprends l'énervement, en fait, qu'il suscite. Je comprends parce que... moi aussi, ça m'énerve. Et ce sentiment de frustration, il m'a accompagné, en fait, à la sortie de la salle. Moi, à la fin du film, j'étais énervé. J'étais énervé parce que j'avais vu un putain de film. Mais vraiment, j'avais vu des super scènes, j'avais vu un travail, la précision d'une mise en scène. Enfin, je veux dire, je suis désolé de revenir sur ce détail qui peut saouler certains et certaines d'entre vous, mais le vernis à ongles sur la main du sniper, mais quelle idée de génie de foutre ça dans une scène, de pas en parler, de ce petit détail d'arrière-plan. C'est un grand film de mise en scène, Civil War. Mais c'est un film du passé. C'est un film d'anticipation du passé. Et vous savez quoi? Je crois que Garland le sait parfaitement. Je crois que Garland le sait parfaitement déjà parce que il fait dire à ses personnages que ce qu'ils font ne sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien, mais que, en tout cas, le questionnement sur la pertinence de faire des images et sur la capacité que peuvent avoir ces images à dire quelque chose, à raconter le monde, ces interrogations traversent la psychologie des personnages. Mais surtout, c'est son dernier film. Il nous a dit qu'il n'avait plus envie de produire des images. Donc c'est bien qu'il en a conscience de tout ça. Et en fait, c'est là où je trouve le film, l'échec du film, d'une certaine manière, passionnant à analyser et incroyablement complexe surtout, c'est que ce film nous dit qu'il rate ce qu'il essaye de faire. Et le fait qu'il nous le dise, le fait qu'ils nous disent que les images ne suffisent pas à raconter la guerre, que prendre des photos, c'est utile, mais qu'en même temps, ça sert à rien, etc. C'est aussi ce que nous dit Garland, lui, quand il nous dit qu'il abandonne la mise en scène. Conscient de l'absurdité, conscient de l'impossibilité qu'il y a à filmer des choses pareilles. Peut-être conscient
de l'impossibilité qu'il y a à filmer le monde. Que le monde réel, je veux dire, est quelque chose de tellement vaste, de tellement bizarre, etc., que c'est presque impossible, en fait, pour lui à filmer. Et que c'est pour ça qu'il se réfugie dans le genre. Que pour le coup, là, le genre peut être qualifié de refus d'obstacle. Parce que dès qu'il se retrouve à devoir affronter de manière un peu directe les choses, il esquive le sujet. Et c'est pertinent esthétiquement qu'il l'évite. Mais je crois que malheureusement, l'actualité ne lui donne pas le droit d'être lâche. Et vous voyez, j'avais entrepris de faire cette critique en me disant que ça allait régler un peu mes tourments intérieurs à propos de ce film. Mais le fait est que non. Pas du tout. C'est même pire en fait. Après vous avoir dit tout ça, après avoir longuement réfléchi sur le film, je sais toujours pas quoi en penser. Et c'est pour ça que, envers et contre tout, la seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est foncez voir Civil War en fait. Parce que des films qui soient réussis sur certains aspects, ratés sur d'autres, qui nous font réfléchir à tel point, qui sont vecteurs de débats aussi intenses que celui-là, c'est pas tous les 4 matins qu'il y en a. Moi, je crois, vous l'avez compris, que tragiquement, Garland a essayé de faire un film impossible, et que cet aveu d'échec, il l'a transformé en proposition, puisqu'il fait échouer, d'ailleurs, ses personnages dans le film, d'une certaine manière. Et je trouve ça triste, passionnant. Je me dis que, c'est dommage que lui ait été corrompu par ses angoisses, et que ses angoisses à lui, de metteur en scène, aient fini par corrompre le film. Mais en même temps, c'est tellement humain de faire en sorte que ton film soit vecteur de tes propres angoisses, etc. Enfin, vous voyez, je suis partagé. Je suis partagé, et encore une fois, vraiment, allez-y, parce que je pense pas que Civil War est un grand film, mais je pense que c'est un film à hauteur d'homme. À hauteur de l'homme qui l'a fait. C'est un film qui nous pose plein de questions. Vous avez vu, Clément Gros Cerveau s'en est posé des questions. Et j'espère que vous aussi, vous vous en êtes posé devant ce film. En tout cas, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire à propos de Civil War d'Alex Garand. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le liker, à le partager, à le faire vivre, à en parler autour de vous et de l'émission évidemment. Et je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.